Vous avez déjà sûrement entendu cette phrase: au Canada, la voiture n'est pas un luxe mais une nécessité. Aujourd'hui, je vais partager avec vous deux expériences d'achat. La première expérience sur Marketplace qui s'est très mal passée et la deuxième avec un concessionnaire. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je me prénomme Manuela et je suis actuellement au Canada en tant que travailleuse temporaire. Généralement, quand on est nouveau arrivant, on se pose des questions. Est-ce que je peux acheter une voiture? Est-ce qu'avec mon permis africain, cela va me permettre d'acheter une voiture via un concessionnaire? J'espère que cette vidéo vous permettra d'avoir des réponses à vos questions. Donc, à mon arrivée, j'ai fait la connaissance d'un ami qui m'a fait savoir qu'il voulait acheter une voiture et directement il cherchait à contacter un concessionnaire. C'est là que moi je demande: mais pourquoi tu ne pars pas sur Marketplace t'acheter une voiture? Je pense que c'est plus accessible sur Marketplace en termes de prix et tout. Et c'est là que la personne va me raconter sa première expérience d'achat. Directement à son arrivée, cette personne est partie sur Marketplace se chercher une voiture et a trouvé une qui lui plaisait. La voiture coûtait 3000 $. Il a contacté le vendeur. Ils se sont rencontrés pour une rencontre. Ils ont fixé un rendez-vous pour une rencontre et une fois sur place, après certaines petites vérifications, la voiture était OK. Donc, il a fait le versement et il a récupéré la voiture. Tout content, il s'est mis à conduire et même pas une semaine après, il a été interpellé par un policier qui lui a fait comprendre que la plaque d'immatriculation était périmée depuis plus d'1 an et qu'il fallait qu'il remédie à cela. Sinon, il devait avoir une amende la prochaine fois. C'est ainsi qu'il va donc se rendre à la SAC. SAC signifie Société de l'assurance automobile du Québec, pour effectuer la mutation de la plaque d'immatriculation. Mais une fois arrivé à la SAC, on va lui faire comprendre qu'il n'a pas tous les documents qui lui permettent d'effectuer la mutation, dont le vendeur ne lui avait pas remis tous les documents dont il avait besoin. C'est ainsi qu'il va donc appeler le vendeur qui va donner des faux rendez-vous. Plus le temps va passer, plus il va même passer par d'autres personnes pour essayer d'appeler le vendeur et essayer de le menacer, mais cela ne va aboutir à rien. Finalement, il va donc se retrouver avec une voiture qu'il a achetée, mais une voiture qu'il ne peut pas conduire parce que s'il conduit, il risque de se prendre une amende. La voiture sera donc garée à la maison pour une bonne période et finalement, il va décider de vendre la voiture à la casse pour une somme de, je pense, 400 $ si j'ai bonne mémoire. Donc, une voiture qu'il a achetée à 3000 $, il a à peine conduit une semaine et il a revendu à 400 $. Donc, après cette mauvaise expérience, la personne a décidé de passer cette fois-ci par un concessionnaire pour être sûr que les choses vont bien se passer. Morale de l'histoire, vous comprenez donc que si jamais vous voulez acheter une voiture en passant par Marketplace, rassurez-vous d'avoir tous les documents qui vont vous permettre de faire la mutation de la plaque d'immatriculation. Ce que je vois même beaucoup de personnes faire, c'est se donner rendez-vous le jour du paiement avec le vendeur à la SAC et laisser le vendeur initier le processus de mutation de la plaque d'immatriculation. Une fois que cela est fait, la personne fait le versement et je pense que c'est d'ailleurs la meilleure des choses à faire pour vous assurer que vous allez avoir une voiture avec tous les documents qu'il faut. Donc, c'est très très important. Si vous achetez une voiture sur Marketplace, allez à la SAC avec le vendeur pour initier la mutation de la plaque d'immatriculation. Je pense que si un vendeur refuse de le faire, alors il est de mauvaise foi et ne donnez pas votre argent, sinon vous risquez d'avoir les problèmes. À moins que vous connaissiez déjà tous les documents qu'il faut récupérer au vendeur au préalable pour effectuer la mutation de la plaque d'immatriculation. Donc, ça c'était tout pour la première expérience de Marketplace. Mais je tiens à préciser qu'après cette personne, j'ai rencontré énormément de personnes qui ont eu à faire des achats sur Marketplace et qui se sont très bien passées. Mais, comme j'ai dit, ces personnes au préalable ont pris certaines précautions. Sur Marketplace, vous pouvez trouver de tout, des personnes de bonne foi et des personnes de très mauvaise foi. Donc, faites très attention. C'est à vous de prendre vos précautions pour vous assurer de ne pas perdre votre argent.
Passons donc à la deuxième expérience d'achat. Donc, c'est comme ça qu'après cette première expérience d'achat, cette personne décide d'utiliser plutôt les services d'un concessionnaire et va chercher un concessionnaire sur le net et finalement va décider d'appeler un. Ils auront donc un échange téléphonique au cours duquel le concessionnaire va demander certaines informations pour pouvoir faire une enquête de crédit et voir quelle institution bancaire pouvait faire un prêt automobile. Une semaine après, le concessionnaire va nous revenir en disant que c'est bon, la cote de crédit est bonne et il a pu trouver, c'était une femme la concessionnaire, elle a pu trouver une banque qui autorisait un prêt. Et elle va donc nous demander de venir dans ses locaux. Vu la distance qu'il y avait entre nous, elle va même envoyer une voiture de service qui va venir nous chercher pour ses locaux. Une fois qu'on va arriver, la première question sera: êtes-vous à l'aise? C'est ce qu'elle va demander à mon ami. Êtes-vous à l'aise que je partage vos informations privées devant telle personne? Pas telle personne, elle voulait dire moi. Une fois que mon ami aura dit oui, c'est ainsi que le processus va commencer. Elle va donc faire comprendre qu'en tant que nouveau arrivant, parce que je tiens à préciser que mon ami n'avait que 6 mois sur le territoire canadien, en tant que nouveau arrivant, votre cote de crédit est bonne, mais elle n'est pas assez très bonne. Et vu la cote de crédit que vous avez, vu le temps que vous avez déjà fait sur le territoire, voici telle institution bancaire qui a accepté vous faire un prêt automobile. Et vu le prêt qui vous a accordé, c'est tel modèle que vous pouvez avoir. Mon ami va donc faire comprendre qu'à la base, ce n'était pas le modèle qu'il voulait. Et en plus, c'était une voiture d'occasion qu'il voulait, pas une voiture neuve. Elle va demander de quand même voir la voiture avant de se décider. Il va donc aller voir la voiture. Après, il va peser le pour et le contre. Voiture neuve, garantie de 2 ans pour tout ce qui est panne. Une voiture neuve dit que tu ne pars pas chez le technicien et tout. Donc, finalement, il va accepter de prendre la voiture. Ils vont entrer dans les négociations du prix. Ils vont s'entendre sur le type de paiement. Est-ce que tu veux être prélevé aux 2 semaines ou alors tu veux être prélevé une fois par mois ou alors tu veux être prélevé chaque semaine. Une fois que toutes ces ententes auront été faites, les documents vont être signés. Et là, lorsqu'on veut sortir avec la voiture, le concessionnaire nous fait comprendre que pour sortir avec la voiture, il nous faut absolument une assurance avant qu'elle nous laisse partir avec la voiture. Je tiens déjà à préciser que dans les documents qui nous avaient été donnés, il y avait une plaque d'immatriculation provisoire. La plaque d'immatriculation était valable uniquement pour 10 jours. Donc, on avait 10 jours pour effectuer le changement de la plaque d'immatriculation. Lorsqu'elle nous fait savoir qu'il nous faut absolument une assurance avant de pouvoir sortir avec la voiture, on va donc décider d'appeler une banque pour souscrire à une assurance et on va prendre une assurance en cas d'accident et en cas de vol parce que le concessionnaire couvrait déjà tout ce qui était lié à la panne. Les assureurs vont faire comprendre que vu que le permis est encore camerounais, l'assurance nous revient extrêmement cher. Mais une fois que cela aura été changé en permis canadien, on leur rappelle pour revoir les arrangements du contrat et revoir le prix à la baisse. Donc, on va donc souscrire à une assurance directement étant chez le concessionnaire et on va sortir avec la voiture. Le lendemain, on va directement aller à la SAC pour initier le processus de mutation de la plaque parce que, comme j'ai dit, celle qu'on avait était provisoire. Elle était uniquement de 10 jours. Et je pense que lorsqu'on a initié le lendemain, 7 jours après, on a reçu la nouvelle plaque d'immatriculation via la poste. À l'adresse qu'on avait donnée, et lorsque votre plaque d'immatriculation arrive, c'est à vous de la fixer en arrière de votre voiture.
Le processus nous avait coûté à peu près 159 dollars pour avoir la plaque d'immatriculation. Je rappelle que ça, c'était en 2024. Peut-être les prix auront changé en 2025. Et la plaque d'immatriculation, est-ce que ça se renouvelle chaque année? Bon, cette information, je ne suis pas sûre. Je vais la vérifier. Vu que l'assurance qu'on avait souscrit pour sortir avec la voiture était extrêmement chère, la concessionnaire nous avait donné le numéro d'un, je ne sais pas si on peut appeler ça, un courtier en assurance. Donc, quelqu'un que tu appelles et qui va auprès de plusieurs institutions te chercher une assurance à meilleur prix. Donc, lorsque nous sommes rentrés, on a donc contacté cette personne, a donné les informations qu'il fallait, modèle de la voiture, année et tout. Et quelques jours après, cette personne va nous revenir avec une assurance qui était plus ou moins chère que celle qu'on avait souscrit ce jour-là chez la concessionnaire. La différence de prix était de 300 dollars. Mon frère, qui ne veut pas économiser 300 dollars par mois, c'était ça la différence de prix avec la nouvelle proposition. Qui ne veut pas économiser? Donc, bien évidemment, on va directement souscrire à la nouvelle assurance et on va appeler l'ancienne banque qu'on avait contactée chez le concessionnaire pour annuler notre contrat qu'on avait avec eux. Ils vont donc nous faire comprendre que vu qu'à la base, on avait signé un contrat de 1 an et qu'on n'a même pas fait 1 mois, si on veut faire une annulation, on va devoir payer les pénalités d'annulation du contrat. Mais si jamais on fait une annulation parce que nous sommes en train de changer de province, par exemple, si nous quittons du Québec pour aller en Ontario, alors il n'y aura pas de frais d'annulation parce que nous sommes en train de changer une province. Nous avons donc fait comprendre que non, on ne changeait pas de province, on restait dans la même province. Ils nous ont dit combien étaient les frais d'annulation et nous nous sommes entendus sur une échéance de paiement. En tout cas, les frais d'annulation, ce qui était sûr, c'est que ça ne valait pas les 300 dollars qu'on économisait chaque mois. Imaginez sur 1 an, perdre 300 dollars parce que tu ne veux pas payer les frais d'annulation. Donc, c'est comme ça qu'on a trouvé également une entente de paiement. À travers cette deuxième expérience avec le concessionnaire, vous comprenez donc que vous pouvez acheter une voiture chez un concessionnaire avec votre permis d'Afrique, même si vous êtes nouveau. C'est vrai que votre code de crédit ne va pas vous permettre d'avoir un certain modèle de voiture. En deuxième, l'assurance va vous coûter extrêmement cher parce que vous avez votre permis africain. Et en dernier lieu, si jamais vous avez souscrit à une assurance et que vous changez de province, l'annulation du contrat est totalement gratuite parce que selon ce que la banque nous a expliqué, si vous avez souscrit à une assurance lorsque vous étiez dans la province du Québec et que vous partez par exemple en Ontario, il ne couvre plus. Donc, chaque province a son système d'assurance. Ils peuvent avoir des partenaires dans une autre province où ils vont vous référer pour juste changer certains trucs, mais vous ne pouvez pas être en Ontario et utiliser une assurance auto que vous avez souscrit dans la province du Québec. Je pense que j'ai fait le tour, non? J'espère que ça va répondre à vos questions. Et maintenant, si vous vous posez la question, mais pourquoi est-ce qu'après 6 mois sur le territoire, il n'a pas effectué la mutation de son permis? Je vais répondre à cette question dans la prochaine vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi la mutation du permis n'avait pas encore été faite. Et je vais vous expliquer comment s'est finalement passé le processus de mutation de son permis. Information importante que j'ai oublié de partager. En janvier 2025, je suis tombée sur la vidéo d'une fiscaliste qui faisait savoir qu'à partir de cette année 2025, les plateformes comme Uber et DoorDash sont tenues de reporter au gouvernement provincial et fédéral le revenu des travailleurs autonomes qui ont gagné plus de 2800 dollars sur leur plateforme. Il paraît que tout argent qui est fait en ligne maintenant sera déclaré pendant notre déclaration d'impôt.
Au moins, vous avez l'information. Si jamais vous voulez acheter une voiture pour faire ce type d'activité, pour arrondir vos fins du mois, je vous prie de vérifier l'information. En tout cas, je ne pense pas qu'elle soit venue sur les réseaux sociaux donner une information fausse, puisque elle a même un cabinet. Mais néanmoins, vérifiez l'information. Au moins, vous l'avez et vous êtes averti. Cela va vous permettre de mieux faire vos déclarations d'impôts et de vous éviter des problèmes futurs dans ce pays. J'espère que cette vidéo vous a aidé à avoir les réponses aux questions que vous vous posez. J'espère que vous avez appris certaines choses. Et bien évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné à ma page, c'est l'occasion de le faire. Et comme toujours, je reste disponible dans la section commentaires si jamais vous avez des questions.